On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com, une émission entièrement dédiée au C3S. Qu'est-ce que c'est? C'est le Centre de santé et de services sociaux Haut-Richelieu-Rouville. C'est l'organisation qui gère sur le territoire l'hôpital du Haut-Richelieu, les CLSC, Vallée des Forts et Richelieu, de même que les centres d'hébergement, les CHSLD. Bref, on le sait, en ce moment, le C3S traverse une période assez difficile. Économiquement, une pression financière de 3,5 millions qui est rendue maintenant à 2,3 millions, mais c'est quand même un déficit opérationnel. Très difficile de redresser la situation sans couper dans les services. Bref, on va faire un peu le tour de la question et des impacts sur la population avec la directrice générale, Mme Christine Lessard. Vous l'avez probablement vu et entendu dans les dernières semaines, le C3S, le Centre de santé Haut-Richelieu-Rouville, traverse actuellement une crise financière. Il y a même des médecins qui ont fait une intervention au dernier conseil d'administration. Les employés ont également reçu un mémo, restrictions budgétaires à l'interne. Bref, on va faire un peu le tour de la question avec la directrice générale du C3S, Mme Lessard. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Bon, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est y a-t-il un déficit opérationnel et si oui, il est de combien? Oui, alors il y a un déficit anticipé pour le 31 mars de 2,3 millions à date, qui peut varier, là, dépendamment évidemment des dépenses qu'on aura rencontrées d'ici le 31 mars, mais ça tourne autour de ça, 2,3 millions. À quoi est-il attribuable? Parce que je présume que quand vous avez bâti le budget, oui, les prévisions faisaient en sorte que le budget était équilibré, je présume. Qu'est-ce qui fait qu'on se ramasse aujourd'hui avec un déficit opérationnel? Bien, disons que je dirais quatre points majeurs. Premièrement, on est beaucoup en surcapacité au niveau de l'hôpital. Et aussi en surcapacité au niveau des CHSLD. Alors ça, ce qui fait que ça fait qu'il y a des... on occupe beaucoup de lits qui va au-delà des lits au permis. Alors c'est sûr que quand on est en surcapacité, on a besoin de plus de ressources. Si on a besoin de plus de ressources, parfois ça engendre du temps supplémentaire parce que on a besoin évidemment là, de personnel en surplus, que ce soit au niveau des soins infirmiers, de préposés. Alors, et du fait aussi qu'il y a un manque de lits d'hébergement actuellement. Il y a des personnes qui reçoivent leur congé. Cependant, c'est difficile de les orienter vers une ressource d'hébergement faute de place. Alors, dans le fond, on attend qu'une place se libère en hébergement, ce qui fait en sorte que la personne demeure dans les lits de l'hôpital, et ce qui n'est pas l'idéal, évidemment, parce qu'on souhaite évidemment lui trouver la ressource qui soit appropriée à sa condition. Alors, donc ça, c'est un facteur. Après ça, il y a des dépenses engendrées par notre projet d'agrandissement. Alors, certains montants d'argent qu'on doit prendre à même notre budget d'opération. Et ça, c'était pas prévu? Oui, on a beaucoup d'aide, évidemment, du ministère, mais par exemple, l'équipe interne qui travaille au projet. Alors, c'est des salaires à assumer. Alors ça, c'est une dépense qu'on doit prévoir au niveau de notre budget d'opération. Après ça, bien, il y a l'arrivée des médecins spécialistes. Alors, comme vous le savez, il y a un développement important en Montérégie pour faire en sorte qu'on puisse soigner les gens le plus près possible de leur domicile. Alors, pour le CSSS au Richelieu-Rouville, à date, c'est 22 nouveaux spécialistes qui sont arrivés en établissement. Et bien sûr, ça engendre des augmentations d'activité de toutes sortes, que ce soit au niveau laboratoire, au niveau diagnostic, l'imagerie. Il faut rajouter nécessairement des ressources, peut-être pas dans toutes les spécialités, ça dépend d'où on part, mais quand il n'y a pas beaucoup d'effectifs médicaux dans une spécialité, bien, il faut mettre un minimum de ressources en place. Et ça apporte donc des volumes accrus. Ouais. Donc ça aussi, ça explique, là, c'est un des éléments qui peut expliquer la situation déficitaire de notre établissement. Et la prévention des infections aussi. Vous savez qu'on est aux prises avec une problématique d'infection nosocomiale. Alors encore là, c'est des dépenses extraordinaires parce qu'on a mis en œuvre un ensemble de moyens pour contrer l'infection. Les infections, parce qu'il y en a plus d'une. Le budget total du C3S, c'est de combien? C'est environ 260 millions. Bon. Donc, 2,3 millions sur 260 millions, si on met ça en pourcentage, c'est pas si énorme que ça. C'est-à-dire que, je veux faire quand même l'analogie, parce que si on est dans le privé,
et qu'on est dans le privé, on a une entreprise de 260 millions de budget, on connaît une année plus difficile pour toutes sortes de raisons, on peut mettre ça sur la marge de crédit, puis après ça, on peut reporter ça dans les années qui suivent. Sauf qu'évidemment, quand on dirige une commission scolaire, un hôpital, un cégep, une ville, on n'a pas le droit de faire de déficit. Non. Il arrive quoi quand vous appelez à l'agence ou au ministère pour dire voici les trucs imprévus auxquels on doit faire face sans couper dans les services et on se dirige vers un déficit de 2,3 millions. Que vous dit l'agence ou le ministère? Bien, c'est ça. Dans le fond, vous l'avez bien dit, on a l'obligation à l'équilibre budgétaire. Il y a une loi spécifique à cet égard-là. Alors, on doit respecter cet équilibre-là. S'il y a un redressement à faire, à ce moment-là, il faut s'assurer du maintien des services pour la population qu'on dessert. On a une responsabilité populationnelle à cet effet-là. Bon, maintenant, en ce qui nous concerne, avec le 2,3 millions, l'agence nous a demandé de présenter un plan de redressement. Alors, on a donc travaillé très fort avec les équipes à l'interne pour venir cibler des moyens, des mesures pour nous permettre d'arriver en équilibre. Mais ce qu'on a exprimé à l'agence, c'est que ce ne sera pas possible d'arriver en équilibre budgétaire pour la fin de l'année. Alors, ce qu'on a demandé, dans le fond, c'est de réaliser le plan de redressement, mais de l'étaler sur 2 ans. Alors, dans le fond, avec l'engagement, dans le fond, de pouvoir absorber ce déficit-là l'an prochain. Alors là, actuellement, l'agence analyse les mesures de redressement qu'on a proposées, qu'on a retenues dans notre plan de redressement. Alors, c'est comme ça que ça se fait. Mais disons qu'il y a une ouverture à ce qu'on puisse l'étaler sur 2 ans. Bon. Évidemment, les plus vieux d'entre nous vont se rappeler qu'il y a déjà eu une tutelle qui a laissé des séquelles auprès des dirigeants de l'époque, mais surtout même auprès des employés. Moi, je vous dirais, dans le temps des fêtes, des gens qui travaillent pour vous, puis quoi, vous en avez à peu près plus de 3 800 employés qui ont reçu le mémo, qui se sont dit, bon, bien là, ça y est, l'hôpital est en crise, on est en déficit, nos patrons nous demandent de faire des économies de bout de chandelle, ça sent la tutelle. L'agence va se fâcher, puis bon, on va arriver à la tutelle. On n'est pas en tutelle. Là. On n'est pas du tout en tutelle. Ce qu'on a fait, dans le fond, nous, ce qu'on souhaitait, puis notre stratégie, ça a été de travailler de façon très ouverte, puis en collaboration aussi avec l'agence, parce que le conseil d'administration, dans le fond, s'est engagé à réaliser l'équilibre budgétaire. Maintenant, c'est sûr qu'on est en difficulté. Il y a des situations qui expliquent ça. Alors, ce qu'on a fait à l'automne, c'est qu'on a même demandé un accompagnateur. Alors donc, une personne qui vient de l'extérieur et qui vient nous aider, bien, on n'est pas du tout là dans l'ordre d'enquêteur ou un accompagnateur. C'est vraiment quelqu'un qui vient dans l'établissement et qui jette un regard sur les façons de faire, qui accompagne les équipes à trouver des solutions. Ça se fait dans une perspective de soutien. Alors ça nous a permis, dans le fond, de revoir, justement, tenter d'optimiser, puis de vraiment cibler les secteurs d'activité où on pouvait gagner en performance. Hein? C'est-à-dire quand on compare nos coûts par rapport à d'autres établissements à peu près de même niveau que nous. Bon. Alors, quand il y avait des éléments sur lesquels on se disait « Ah, ça, on pourrait travailler là-dessus », alors on travaille en saine gestion, on travaille en optimisation. Mais est-ce que le fait d'avoir un accompagnateur qui, je présume, est nommé par l'agence ou le ministère? Bien, c'est-à-dire qu'un accompagnateur, c'est sur entente entre l'établissement et l'agence. Bon. Ça se passe au niveau de l'agence. Bon. Une fois qu'on a l'accompagnateur, est-ce qu'à la limite, est-ce que ce n'est pas une forme de caution, c'est-à-dire de dire à l'agence, regardez, là, il y a un accompagnateur, quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui constate la même chose que nous. Est-ce que ce n'est pas, en quelque part, une façon de cautionner votre gouvernance auprès de l'agence, de dire, regardez, là, il y a quelqu'un de l'extérieur qui a constaté la même chose que nous? Oui, mais cautionner. C'est sûr qu'il faut regarder vraiment nos façons de faire. Et s'il y a place à optimisation, bien, je pense qu'il faut le faire. On est en saine gestion. Mais c'est sûr que dans la situation d'accroissement démographique du territoire, le vieillissement aussi de la population, bien, je pense que l'accompagnateur est à même de pouvoir constater dans le fond, ce qui vient influencer notre courbe budgétaire. D'ici la fin de la présente année fiscale, qui se termine au 31 mars, est-ce que vous êtes en mesure quand même de réaliser certaines économies dans le 2,3 millions? C'est-à-dire que les économies, on les a déjà faites, les mesures sont en place.
parce que le déficit anticipé était plus élevé. Alors, C'était pas 3,5 au début même? Ça varie d'une période à l'autre. Mais là, vous pensez finir l'année Ça a fiscale, été autour même jusqu'à 4 millions, mais on a mis en place des mesures depuis l'été passé. Alors, ce qui nous permet de contenir le déficit maintenant à peu près à 2,3, 2,4. Mais c'est sûr qu'au 31 mars, vous êtes en dessous, là, c'est sûr. On ne finit pas en équilibre. Non, ça a été signifié à l'agence. Y a-t-il d'autres C3S au Québec qui sont aux prises avec des problématiques similaires? Est-ce qu'il arrive dans l'exercice d'une année qu'il y a des C3S au Québec qui disent à leur agence, désolé, on ne pourra pas finir en équilibre? Et est-ce qu'on permet, dans certains cas, de ne pas terminer l'exercice en équilibre? Bien, je pense que oui, il y a des établissements qui sont en difficulté. Je pense que les médias en ont fait largement mention. Maintenant, on est tous soumis à la même obligation d'équilibre budgétaire. Ouais. Alors, bon, évidemment, là, je ne peux pas parler pour d'autres établissements qui vivent des réalités qui sont différentes, mais on est tous soumis à la même obligation d'équilibre. Je me rappelle à une certaine époque où l'hôpital ici traversait un moment plutôt heureux, donc ça allait bien au niveau des finances. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une époque où il y a plusieurs hôpitaux au Québec qui faisaient des déficits et le gouvernement les amnistiait. Donc, et même à la limite, ceux qui performaient bien n'ont pas vraiment été récompensés. Donc, là, c'était à se demander, des fois, il y a deux poids, deux mesures. Mais je reviens encore une fois aux employés qui nous écoutent et aux patients qui fréquentent vos établissements. Si on dit qu'on doit redresser, on parlait de 4, 3,5, là on parle de 2,3 millions. Comment peut-on couper 2,3 millions dans les opérations courantes sans qu'il y ait d'effet sur les services? Comment on peut faire ça? C'est une bonne question. Mais dans le fond, les mesures, nous, qu'on a privilégiées, ce n'est pas des mesures de coupure de services. OK? Actuellement, il n'y a pas de coupure de poste, il n'y a pas de coupure de service. Dans le fond, c'est que on a, par exemple, on ne remplacera pas pour une durée, mettons qu'un employé est malade à court terme, là, dans un secteur d'activité X, parce qu'on ne peut pas le faire partout non plus. On s'entend qu'on ne coupe pas au niveau de l'onco, la dialyse, hein, les secteurs de la chirurgie, parce qu'évidemment, on a des cibles aussi à rencontrer en termes d'accessibilité de services. Mais dans certains secteurs d'activité, c'est sûr que quand on ne remplace pas, ça crée un ralentissement en quelque sorte d'activité. Ça peut générer des listes d'attente. On est conscient de ça. Maintenant, il faut à ce moment-là revoir notre priorisation pour faire en sorte que la clientèle ne soit pas pénalisée. Mais c'est sûr qu'il y a un impact, mais il y a des secteurs d'activité où, écoutez, on ne peut pas couper des services, là, quand on parle d'oncologie, dialyse. Mais malgré l'atteinte des cibles, si on dit on doit couper de l'argent, mais on ne veut pas couper dans les services, est-ce qu'au final, dans le fond, l'impact, c'est les délais? Oui, c'est ça. Ça peut créer des délais d'attente. Mais les délais sont déjà, dans certains cas, pas faciles, là. Oui, mais disons que... Il y a eu de l'amélioration, là, quand même, je au fil pense des qu'à ans, date, on suit ça de très, très près. Je pense que c'est important. Puis aussi, bien, comme je vous expliquais tantôt, on optimise. Alors, on revoit nos façons de faire, hein, dans notre façon d'organiser les services et on dégage des marges de manœuvre comme ça pour être en mesure d'absorber, justement, la demande en service. Mais c'est un défi important. On a fait des représentations aussi à l'échelle de la Montérégie. Parce que je me dis, est-ce que plutôt, si vous faites la démonstration que le C3S est bien administré, puis que dans le fond, vous faites face à des problématiques, un accroissement, une surcapacité, mais aussi, on le sait, une ville comme Saint-Jean connaît à peu près quoi, 1200 nouvelles portes par année dans les 10 dernières années. Il y a des villes comme Marieville, Saint-Césaire, Farnham, Marieville qui sont en explosion. On est dans la deuxième et la troisième couronne, c'est l'étalement urbain à son meilleur. Bref, des hôpitaux comme ici,
je ne pense pas que ça va aller en diminuant. Donc, est-ce que le C3S ne devrait pas justement faire des représentations pour faire la démonstration au ministère que le C3S devrait obtenir des crédits supplémentaires, un accroissement de ses subventions de fonctionnement? Oui, mais je pense que les représentations, on les fait. Et on a déposé aussi plusieurs projets qui nous servent de levier, justement, pour être en mesure d'absorber cet accroissement de demande-là. Bon, un exemple, on a fait une demande de location d'espace à l'extérieur des murs de l'hôpital pour faire en sorte de créer un centre ambulatoire à l'hôpital plus important que ce qu'on a là. Lié à l'historique, on hospitalise beaucoup à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que, dans le fond, il n'y a pas beaucoup d'espace pour voir la clientèle sous un mode ambulatoire. Il y a des hospitalisations évitables. Alors, vous comprenez que tout est interrelié. Si on hospitalise plus, faute de moyens, ça crée de la surcapacité. Alors, et d'ailleurs, l'Agence vient de nous autoriser une location de 1000 mètres carrés à l'extérieur de l'hôpital. Alors là, ce qu'on va faire, nos stratégies pour agir justement sur le plan de redressement, c'est de sortir de l'hôpital les services qui ne nécessitent pas de plateau technique pour laisser de la place aux nouveaux spécialistes qui sont arrivés en établissement de voir la clientèle sous un mode ambulatoire et éviter l'hospitalisation. Alors, si on évite l'hospitalisation, on diminue l'utilisation de la main-d'œuvre, diminue le temps supplémentaire, la main-d'œuvre indépendante. Comment l'Agence peut-elle vous aider? Prenons les deux premiers exemples. Vous dites qu'il y a un manque de place dans les centres d'hébergement. C'est que quand les gens ils transitent par chez vous, alors que dans le fond, ils ne devraient pas être chez vous. On parle de surcapacité, notamment au niveau de l'urgence. Mais encore là, on sait qu'on a beaucoup de GMF, puis on a la clinique réseau, mais encore là, ça ne suffit pas parce que je prends combien de personnes nous ont dit dans le temps des fêtes, je ne sais pas, on s'en va attendre 2 heures à Midi-Soleil pour peut-être avoir un rendez-vous. On arrive finalement à 8 heures, il n'y a pas de rendez-vous, on s'en va à l'urgence, on attend 5, 10, 15 heures pour finalement se faire dire, bien, allez demain, vous allez avoir un rendez-vous à Midi-Soleil. Donc, on a perdu un temps énorme. Puis tout ceci, pourquoi? Parce que vous absorbez dans le fond, la clientèle qui, normalement, pour un rhume, une sinusite, un otite, ne devrait pas aller à l'urgence. C'est ce que vous appelez, vous, les P3, les P4. Mais ils n'ont pas d'affaires chez vous. Mais ils se ramassent chez vous par dépit. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr qu'on a été très actifs et on nous a autorisé l'embauche au niveau d'effectifs médicaux. Alors, cette année, ça a été une bonne année. Là. On a, je pense, 8 nouveaux médecins de famille. En même temps, ce qu'on fait, c'est que, puis vous parliez tantôt là, des personnes en attente d'hébergement, c'est sûr qu'il y a la construction du PPP là, qui a tardé, hein, et ça devrait être prêt en principe au mois d'août. Donc ça va nous permettre d'orienter notre clientèle parce que c'est un CHSLD de 66 places. Alors ça va venir beaucoup nous aider. Bon. En même temps, ce qu'on fait, c'est qu'une autre stratégie, c'est qu'on travaille autour des grands utilisateurs de services, qu'on appelle les grands consommateurs de services. C'est pas la règle du 20-80, ça? C'est-à-dire que 20 des clients chez vous prennent 80 des lits, peut-être, à l'urgence? Effectivement, on a des patients parce que la prise en charge au niveau de la première ligne n'est peut-être pas suffisante, mais qui reviennent constamment à l'urgence. Alors là, on va agir là-dessus. On est accompagné là-dedans pour resserrer davantage la concertation, tout le travail de collaboration qu'on fait avec les GMF, la clinique réseau, etc., pour faire en sorte que la clientèle puisse être soignée davantage. Mais une région comme la nôtre, est-ce qu'on pourrait avoir un jour un centre téléphonique ou sur Internet centralisé où quelqu'un, justement, qui suspecte un rhume, un otite, n'ait pas à se présenter à l'urgence, je ne sais pas, moi, le matin, plutôt que d'aller attendre 2 heures à une clinique? Est-ce que ça n'existe pas ailleurs, ça, des moyens électroniques? Des moyens électroniques pour essayer de gérer, justement, dire, bien, voici, j'ai inscrit mon nom, bon, bien, c'est beau, demain, à 1 heure, j'ai un rendez-vous à Iberville. Bon, bien, tant mieux, donc je n'irai pas me présenter à l'urgence pour rien. Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place ce genre de système-là? Bien, là, il faudrait voir avec les cliniques, les GMF, là, ça relève de leur mode de fonctionnement. Je sais que ça existe dans d'autres territoires. Sauf que leur mode de fonctionnement a un impact sur vous.
Oui, ultimement. Oui, ça c'est sûr, forcément. Mais je pense qu'en tout cas, on a quand même des bonnes collaborations. Puis moi, j'ai vraiment espoir avec tout ce qu'on met en œuvre actuellement, que ce soit au niveau des grands consommateurs ou des longs utilisateurs ou encore le mode ambulatoire qu'on est en train de développer pour mieux desservir notre clientèle. Mais ça va avoir forcément un impact sur les hospitalisations au CSSS. Vous avez procédé à l'annonce d'un UMF, qui est une unité de médecine familiale. À ne pas confondre avec les GMF, qui sont les groupes. C'est quoi la différence? Bien, une unité de médecine familiale, dans le fond, c'est un lieu d'enseignement, de formation pour les médecins. Alors, dans le fond, c'est qu'on va... D'ailleurs, on a eu l'annonce hier. On est très, très heureux de ça. C'est un projet qu'on avait déposé il y a au-delà d'un an. Alors, donc, là, on a eu l'autorisation de mettre ça en place. Alors, dans le fond, c'est qu'on accueille des résidents. On a une équipe professorale constituée de médecins de notre territoire qui vont... et on accueille des médecins, des résidents, des externes et aussi des infirmières praticiennes. Dans le fond, qui sont en formation sous supervision de médecins du territoire. Alors, ça va débuter au mois de juillet prochain. Alors, donc, on a eu l'aval du ministère pour mettre en place cette clinique-là. Et à quel endroit sera situé l'UMF? Bon, alors ça, c'est une bonne question, mais dans le fond, on va aller en appel d'offres. On parle d'une location d'espace. On va aller en appel d'offres. Dans le fond, compte tenu que c'est un milieu d'enseignement, les résidents, l'unité va s'intégrer à l'organisation de services de première ligne. Et aussi, les résidents vont pouvoir aller dans différents sites, que ce soit à l'hôpital, l'hôpital de jour, etc. Alors donc, un des critères, il faut d'abord et avant tout veiller à ce que les critères qui touchent, c'est des critères académiques qui prévalent à ce niveau-là. Et il faut limiter donc les inconvénients qui seraient reliés au déplacement parce que les résidents vont avoir à se déplacer et parfois même plusieurs fois par jour entre l'unité de médecine familiale et l'hôpital, par exemple. Alors, ce qu'on a prévu, c'est que nous, c'est en autant que ce soit établi à l'intérieur d'un rayon de 2 km à vol d'oiseau, que ce soit à Iberville, que ce soit à Saint-Jean. J'avais l'impression qu'on avait un préjugé favorable à Iberville. Je ne sais pas si c'était la nature de l'annonce. La députée Bouillet est impliquée dans l'annonce. Donc, j'avais le pressentiment qu'on avait un préjugé pour Iberville. Non, ça n'a pas été prédéterminé de cette façon-là, dans le fond, parce qu'on fait ça dans les règles de l'art. Puis, il y a des règlements qui existent à ce niveau-là. Est-ce que, ultimement, le territoire aura aussi un autre GMF? Bien, c'est-à-dire que l'unité de médecine familiale va prendre modèle sur un GMF. Mais il y a une desserte, là, parce que... Oui, il y a de la prise en charge qui vont se faire. Donc, ça va améliorer de beaucoup l'accessibilité aux services de première ligne pour la population. Il y a parce encore qu'ils une clientèle orpheline aussi. Ils vont pouvoir se faire soigner par... Mais il y a encore aussi la clientèle orpheline qui n'a pas de médecin de famille. Là. Tout à fait, il y en a encore. Qui se ramasse parfois chez vous aussi, là, parce qu'on n'a pas de médecin, donc on aboutit encore une fois à l'urgence. Malgré qu'on a un mécanisme pour ça, là, pour prioriser ces clients-là, mais effectivement, ça va beaucoup améliorer l'accessibilité des services. Bon, le Clostridium difficile. Oui. Où en est-on à l'hôpital en ce moment? Alors, on est toujours... On a presque peur d'aller à l'hôpital. Bon, écoutez, on est très préoccupés par la situation parce que ça fait quand même, depuis un an, là, on a mis en œuvre un ensemble de moyens. Alors, on n'obtient pas encore les résultats qu'on souhaiterait voir apparaître, mais dans le fond, avec l'ensemble des moyens qu'on met en place et on est en lien régulier avec la santé publique. Et d'ailleurs, cet après-midi, j'avais une rencontre avec des experts. On a fait appel à des experts externes qui viennent dans notre milieu. Et je peux vous dire, moi, que les moyens qu'on met en place vont même au-delà des lignes directrices établies, des moyens qu'on voit normalement en place là, dans tous les milieux là, hospitaliers. Alors, c'est sûr qu'on suit ça de très, très près aussi. Il y a présentation au conseil d'administration à chaque mois. C'est un sujet qui revient régulièrement au niveau du comité de direction. On a des indicateurs qu'on suit à la lettre.
Alors, vous voyez, là, cet après-midi, avec les avis d'experts qu'on a eus, bien là, on va tenter, on va essayer d'autres moyens. Et je pense bien qu'on devrait avoir des résultats positifs. Là. Bon, dernière question, j'en faisais mention en introduction tantôt, quand je parlais de la crise financière actuelle et de l'intervention des médecins en tant que tel. Vous savez, les médecins, c'est parfois des électrons libres, c'est des travailleurs autonomes. Est-ce que vous êtes agacé par le fait que les médecins aient pris la voie disons, des médias pour exprimer leur cri du cœur? Non, pas du tout. Pas du tout. Écoutez, moi, on comprend leurs préoccupations, comme parfois c'est des employés qui s'expriment. Non, pas du tout. Puis, je dois dire qu'à l'interne, là, on a quand même des bonnes concertations avec l'équipe médicale. Je pense que c'est normal qu'ils puissent exprimer leur inquiétude. Puis, on est là aussi pour écouter, puis pour trouver avec eux des solutions qui soient les plus appropriées pour garantir l'accessibilité des services, puis une qualité de service aussi. Madame Lessard, merci beaucoup et bonne chance. Ça m'a fait plaisir. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le Centre d'art de Sabrevois vous présente le samedi 15 février à 20h Jeanne Rochette Trio, accompagnée de François Bourassa, le pianiste, de même que Rémi-Jean Leblanc, qui est à la basse. À chaque semaine, on vous présente l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu, donc avec des extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire et l'émission se retrouve également sur notre site Internet. Télébingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont la carte pleine à 2 000. C'est en direct tous les dimanches matins, 9h30 au câble 9. Il y a une trentaine de dépositaires sur le territoire des MRC au Richelieu et Rouville pour acheter vos livrets de bingo. C'est 8,50 $. Télévision du Richelieu, voici les coordonnées pour me joindre directement par courriel. Éric Latour à commercial tvhr9.com. Vous avez l'adresse de notre site Internet. Également, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Bref, il y a toutes les façons possibles, évidemment, de pouvoir nous suivre et de nous joindre. L'émission que vous regardez en ce moment est diffusée tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et on rappelle le dimanche, les 10 entrevues, les 5 émissions entre 16 et 18h30. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.